Hello, bienvenue sur la chaîne Ninon Petra Studio. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui puisque la plupart des vidéos de janvier étaient pré-filmées. J'étais en vacances donc le rythme était un petit peu chamboulé. Mais à partir de maintenant, je vais reprendre un rythme régulier, c'est-à-dire tous les dimanches à midi. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton et activer les notifications. Et d'ailleurs, si je vous ai vraiment manqué, je vous invite à aller voir la dernière vidéo que j'ai faite chez Leroy Merlin. Donc on parle du style arty. Je vous explique un petit peu l'histoire de ce style, d'où ça vient, quelles sont les influences et comment l'utiliser chez vous. Donc si ça vous intéresse, vous avez le lien juste ici. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un de mes objets préférés en décoration, donc les luminaires. Alors les lampes, les lampadaires, les suspensions, les appliques, les veilleuses, tout ça. Alors bien sûr, le luminaire a un aspect fonctionnel puisque ça permet de voir et d'éclairer, mais c'est aussi un côté esthétique puisque le luminaire est un objet indispensable pour définir l'atmosphère d'une pièce. Depuis la naissance du design, il y a de nombreux créateurs qui ont révolutionné le secteur en proposant des objets innovants. Aujourd'hui, c'est des pièces qui ont traversé les décennies et qui sont devenues des objets cultes. Donc dans cette vidéo, je vais parler des 10 luminaires les plus cultes du design selon moi. Donc la première, c'est la lampe Pipistrello. Je pense que c'est un objet que vous connaissez tous avec cette forme de champignon. Donc cette lampe, elle a été créée par Gae Olanti, qui à l'époque était une jeune architecte qui était en charge des plans du musée d'Orsay. Elle a été éditée en 1965 par la maison italienne Martinelli Luce et elle est devenue rapidement le best-seller de la marque. Pipistrello en italien, ça veut dire chauve-souris et c'est de ça en fait qu'elle s'est inspirée pour créer chaque quartier de l'abat-jour. Alors moi c'est drôle parce que j'y voyais plutôt une forme de palmier, donc comme quoi chacun a son interprétation. Le design de cette lampe il contraste vraiment avec les formes conventionnelles de l'époque et on retrouve aussi l'innovation dans les matériaux puisqu'on a un abat-jour en métacrylate, donc c'est cette matière opalescente. Ce que j'aime beaucoup aussi c'est son pied télescopique en inox brossé, donc qui permet d'être réglé sur différentes hauteurs et donc d'avoir une lumière qui se diffuse différemment. Aujourd'hui c'est un objet qui est culte par son côté 60s vintage mais qui a su se mettre au goût du jour. On l'a vu réédité dans différentes tailles, différents matériaux et elle existe dorénavant en version LED. La Pipistrello, c'est une lampe qu'on reconnaît qui attire le regard, ce côté esthétique puisque c'est une œuvre d'art à part entière. La suspension PH5 de Poul Henningsen qui a été créée en 1958 et qui est éditée chez Louis Poulsen. Ça, c'est le luminaire le plus vendu de l'histoire scandinave. Et a priori, il peut paraître assez banal et sans intérêt, mais en fait, c'est un objet qui requiert énormément d'ingéniosité. En fait, cette suspension, vous pouvez la regarder sous tous les angles, de tous les côtés. Vous ne serez jamais ébloui par la lumière. Et en fait, sur la lampe, autour de l'ampoule, on distingue des mini abat-jours rouges et bleus qui permettent de renforcer les extrémités du spectre lumineux. C'est un luminaire qui est très typique des années 50 et encore plus du design scandinave. L'aluminium étiré, ça amplifie encore plus son côté rétro. Aujourd'hui, il existe dans une large gamme de couleurs et il a été édité en version plus petite. Donc le luminaire de base, il fait 50 cm et la version PH5 mini, elle fait 30 cm de diamètre. Je trouve que c'est un luminaire qui fonctionne très bien dans les cuisines. J'aime beaucoup quand on le voit utilisé autour d'une table ronde, mais disposé assez bas au-dessus de la table. Et quant à la version mini, je la trouve très jolie utilisée en liseuse au-dessus d'un canapé ou d'un fauteuil. Après, lorsque la lumière est éteinte, c'est un objet qui est quand même assez froid et qui est compliqué utilisé tout seul, par exemple au milieu d'une salle à manger. Je trouve que ça fonctionne pas très bien. Ensuite, je vous parle de la lampe Flower Pot de Werner Panton. Je trouve qu'elle a tout à fait sa place dans ce classement. Donc Werner Panton, c'est aussi un designer scandinave, mais c'est clairement le moins scandinave des designers puisque son style s'est totalement émancipé des codes du design scandinave. Ici, on est sur une grosse inspiration 70s pop avec ce métal laqué aux couleurs pétantes. Et ce que j'aime bien dans cette lampe, c'est sa structure. En fait, vous avez deux hémisphères qui sont l'un sur l'autre et le plus grand fait 2 fois la taille du plus petit, ce qui permet d'avoir une lumière qui est parfaitement diffuse. Aujourd'hui, la lampe Flower Pot, elle est éditée chez la maison Tradition et elle existe en suspension, en applique, en lampe à poser. J'aime beaucoup aussi lorsqu'elle est utilisée en accumulation sculpturale. Je trouve que ça lui donne un style complètement différent et ça montre à quel point c'est un objet polyvalent. La Flower Pot, c'est une lampe qui est d'une simplicité intemporelle. Moi, j'ai mis dans les luminaires cultes parce qu'elle représente vraiment cette volonté de s'émanciper du design scandinave. C'est quand même assez typique des années 70. Un petit peu dans le même esprit, on a la lampe Nesso qui est créée par Giancarlo Mattioli pour Artemide. La lampe a été créée en 1965 à l'occasion du Salon de Milan. Et en fait, c'était un concours organisé par la maison Artemide. C'est donc cette lampe-là qui a gagné et elle a gagné le droit d'être produite et distribuée par la maison. Là aussi, c'est un luminaire qui est assez innovant. Alors certains y voient la forme d'un champignon. Le créateur, lui, explique qu'il s'est inspiré du nombril d'une femme pour concevoir cette forme-là. En italien, nesso, ça veut dire lien et cordon.
C'est plutôt logique avec les propos du créateur. C'est une lampe qui est en résine thermoformée monobloc, donc c'est assez novateur pour l'époque. L'ampoule est invisible grâce à la forme de la lampe, donc il n'y a pas du tout d'éblouissement. Et donc la lumière est diffusée dans l'intégralité du matériau. Donc la Nesso, c'est quand même un gros objet, elle fait 54 cm de diamètre. Et quelques temps après, ils ont créé le modèle Necito qui est beaucoup plus petit. Moi, c'est une lampe que j'adore, je la trouve tellement typique des années 70. J'adore la finition shiny, la gamme de couleurs et puis ce grand volume que je trouve hyper audacieux. On passe à la gamme AG, donc qui est créée par Arne Jacobson et éditée par Fritz Hansen. Arne Jacobson, c'est un designer danois qui est connu pour les fauteuils Swan, Egg et aussi pour la série 7 qui est clairement la chaise la plus vendue de toute l'histoire. Arne c'était aussi un architecte et en 1957 il a été chargé de la décoration et de l'aménagement du Royal Hotel de Copenhague. Donc c'est à cette occasion qu'il a créé la gamme AG qui a connu un succès direct. Donc la gamme elle est composée d'un lampadaire, d'une lampe de table et d'une applique. Honnêtement moi je vais vous dire je suis pas du tout fan de ces objets, je trouve que le design est trop brut et les lignes sont trop anguleuses. Mais cette combinaison d'angle droit et de lignes brutes c'est vraiment très typique de son style. J'aimerais beaucoup savoir si vous, c'est le genre de choses qui vous plaît ou pas. On parle maintenant du lampadaire Grace Opa de Greta Grossman. Donc celui-ci c'est un objet que j'aime beaucoup. Il a été créé en 1947 donc par Greta Grossman. Et en fait elle se serait inspirée de la silhouette d'une sauterelle. Vous pouvez admirer ce magnifique piétement en tripode et cette tige inclinée là qui part vers l'arrière qui lui confère à la fois de la légèreté et du dynamisme. Je trouve ça très moderne pour l'époque et en fait c'est assez représentatif de la créatrice puisqu'il faut savoir que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les femmes étaient très peu représentées dans le monde du design. Elles avaient très peu de visibilité dans les médias et Greta Grossman fait partie des pionnières, elle fait partie des seules qui a réussi à sortir du lot à cette époque-là. À la fin des années 60, elle décide de délaisser le design et suite à ça, ses œuvres sont redécouvertes par la maison Gooby, donc c'est une maison danoise, qui a envie de les rééditer et là aussi ça connaît un franc succès. Il faut savoir qu'à la base, il y avait uniquement la lampe originale, donc la liseuse. Moi, je la trouve parfaite, accompagnée d'un petit fauteuil, ça épouse parfaitement les courbes d'une assise. Peu de temps après, ils ont édité la suspension. Je trouve que c'est aussi un modèle intéressant qui est assez essentialiste. Moi, je l'aime beaucoup dans un escalier ou dans un couloir. Et ça fonctionne aussi très bien lorsque vous en mettez 3 au-dessus d'un plan de travail dans une cuisine, c'est très joli. La lampe suivante, je suis sûre que vous l'avez déjà vue, c'est la lampe originale 1227 d'Anglepoise. Donc c'est vraiment la lampe emblématique de Grande-Bretagne. Elle a été créée dans les années 30 par l'ingénieur automobile George Cowardine. Alors elle a une fonctionnalité indéniable grâce à sa simplicité et à sa flexibilité. À l'époque, il a inventé un mécanisme de levier et de ressort qu'il a breveté. En fait, ça permet à ce que vous puissiez bouger la lampe et du coup, ça reste en place. En fait, ça ne revient pas à la position initiale. Pendant les 3 premières années qui ont suivi sa création, la lampe a été utilisée uniquement dans le secteur industriel, donc je suppose dans les cabinets d'architectes et dans les usines. Et c'est qu'après 3 ans qu'elle s'est introduite dans nos intérieurs. Cette lampe, elle fait complètement partie de la culture anglaise. On la voit beaucoup dans les films. On la voit aussi sur des pochettes de vinyle. Et en 2009, elle a été immortalisée sur les timbres du Royal Mail. Moi, je pense aussi que c'est la lampe qui a inspiré les studios Pixar, mais ça, j'ai absolument pas de preuve, donc c'est juste mon interprétation. En tout cas, l'original 1227, c'est le best-seller de la marque. Donc elle a rapidement été réinterprétée par d'autres artistes. On a vu Margaret Howell, on a vu Paul Smith. Donc aujourd'hui, la lampe, elle est disponible dans plein de tailles, plein de couleurs, plein de finitions. Et il y a aussi eu un travail autour de l'abat-jour, donc vous avez quand même des modèles assez variés. L'utilisation du métal, ça l'ancre totalement dans le style industriel et pour moi, c'est vraiment un indémodable du design. Toutefois, je trouve que c'est une lampe qui est assez compliquée à sortir du cadre. Elle fonctionnera très bien dans le contexte d'un atelier ou d'un bureau créatif, mais c'est une lampe qui manque de chaleur et qui sera plus difficile à utiliser dans un salon. La lampe Eclipse par Mauricio Clabin pour Objecto, c'est très différent de ce que je vous ai présenté avant, que ce soit en termes de style ou de gamme, puisque là, on est sur une lampe qui coûte à peu près 100 €, qui est beaucoup moins chère que les autres. Et c'était vraiment un souhait du créateur puisqu'il voulait que le design soit accessible à tout le monde. Donc l'Eclipse, elle est inspirée de la forme d'un coquillage et en fait, c'est une lampe articulée, donc ça permet de changer l'orientation de la lumière. Elle est constituée d'une seule bande de polypropylène qui est enroulée sur elle-même. Donc c'est une conception qui est assez simple et ingénieuse, qui s'inspire directement des lampes en papier et qui fait qu'elle a un coût assez réduit. Je trouve que c'est une lampe assez poétique et délicate. Ça fonctionnera très bien en guise de veilleuse dans une chambre d'enfant. Pourquoi pas aussi dans une chambre parentale un petit peu intimiste. Et aussi pourquoi pas dans une grande bibliothèque dans le salon pour apporter de la chaleur et une lumière chaude. Je voulais vous parler aussi du lampadaire Arco qui est édité chez Floss.
Donc c'est un modèle qui a été créé en 1962 par les frères Castiglioni, donc Achille et Pierre. C'est clairement le modèle le plus représentatif de leur carrière et aujourd'hui cette lampe est devenue un objet incontournable du design. En fait elle est constituée en deux parties, vous avez une base en marbre blanc de Carrare qui est taillée à la main et quand on regarde de près les finitions sont hyper jolies. Ensuite vous avez la tige télescopique, donc cet arc en acier qui lui donne un côté très contemporain. C'est un objet qui est hyper poétique, moi je le trouve parfaitement équilibré. On a l'impression qu'il y a un système de contrepoids et ce qui est très original aussi dans cette lampe c'est que vous avez la possibilité de poser la base un petit peu plus loin de l'assise et grâce à l'arche en fait le point de lumière arrive juste au-dessus du fauteuil. Donc vous avez cette impression d'abat-jour qui flotte, qui est en lévitation et qui permet d'éclairer une zone assez loin de la base. Le 10e et dernier luminaire de ma sélection, c'est la suspension Vertigo créée par Constance Guisset en 2010 pour Petite Friture. Donc là on fait un bond dans le futur, on est au 21e siècle, alors même si on a peu de recul, c'est quand même un luminaire qui est déjà culte, puisque dès sa sortie en 2010, c'est devenu un best-seller, il a été exposé dans tous les musées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la suspension Vertigo, c'est un luminaire hors norme, il fait 2 mètres de diamètre pour le plus grand modèle, et c'est un objet qui est parfait en fait pour mettre en valeur les grands espaces et aussi pour apporter de la profondeur au plafond haut. Moi je trouve que c'est une pièce à la fois délicate mais aussi graphique puisqu'on a ces lignes qui sont créées grâce à des rubans en fibre de verre. Et puis on retrouve aussi le côté organique avec cette forme un petit peu voluptueuse et aérienne. Ce qu'on remarque aussi lorsqu'elle est accrochée dans une pièce, c'est qu'elle crée un effet cabane et qu'elle englobe vraiment la zone qu'elle surplombe. En fait, il y a un côté hyper enveloppant qui permet de créer de l'intimité dans l'endroit où elle est exposée. Ce qui est génial aussi dans l'histoire de ce luminaire, c'est que c'est la toute première pièce qui a été créée par Constance Guisset. Elle l'avait imaginée alors qu'elle était encore à l'école. La suspension Vertigo, elle est fabriquée entièrement à la main dans le nord de la France. Et ça, c'est aussi une démarche qui est plutôt top. Voilà, c'en est tout avec les 10 luminaires cultes du design. Honnêtement, ma sélection a été assez dure. Je voulais pas vous faire une vidéo trop grande, mais j'ai longuement hésité. Si j'avais pu, j'aurais aussi rajouté la lampe artichoc de Poulenixen, sûrement aussi la 365 Flore du Corbusier, la lampe Bourgie de chez Cartel, les lampes de Charlotte Perriand. Je vous ai pas non plus parlé des lampes en papier. Bref, j'aurais pu en rajouter au moins une dizaine, mais j'ai essayé de me restreindre pour que le contenu soit assez digeste. En tout cas, j'aimerais beaucoup savoir quelle est votre lampe préférée dans toutes celles que je vous ai citées. Et si vous pensez à d'autres lampes dont je n'ai pas parlé, je vous invite aussi à me l'écrire en commentaire. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. En tout cas, moi j'ai passé un super bon moment à vous la filmer. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne semaine. À bientôt!